Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. J'ai toujours eu la conviction très profonde que ma force se mesurait à ma capacité à me débrouiller seule. Que demander de l'aide, c'était comme avouer une faille dans mon armure, une fissure dans l'image de la personne compétente, autonome et indéfectible que j'aimerais être. Pour nous, qui valorisons l'excellence personnelle et la responsabilité, cette idée que l'autonomie n'est pas seulement une qualité mais une identité est profondément ancrée. On se dit, si je demande, je trahis ce que je suis. Enfin, on se le dit peut-être pas comme ça, mais en tout cas, on l'incarne. Et pourtant, ce n'est pas la peur qui nous retient. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est l'idée que la demande d'aide n'existe même pas comme option valable. Compagnon INFJ, levez la main. Par exemple, vous êtes en train de monter un meuble, seul, dans votre salon. Les instructions sont floues, une vis manque, et vous passez 2 heures à improviser. Vous passez 2 heures à improviser, à forcer et à recommencer. Et votre partenaire ou votre ami entre et vous propose son aide. Et là, vous répondez évidemment « Non, c'est bon, je gère ». Presque par réflexe, en fait. Pourquoi ? Parce que, dans votre esprit, accepter cette main tendue reviendrait à admettre que vous n'êtes pas à la hauteur. Pas vrai ? Alors que ce meuble, une fois monté, sera le même, qu'il ait pris 2 heures ou 20 minutes. Mais quelque chose en vous résiste. Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est l'absence même de l'idée que demander de l'aide puisse être une option. En fait, on n'y pense même pas. Parce que depuis toujours, on a associé l'autonomie à la valeur personnelle. Dans notre culture, celui qui se débrouille seul est admiré. Celui qui demande, il est presque perçu comme faible ou pire comme un fardeau. On a intériorisé une règle implicite, qui est que pour être respectable, il faut tout maîtriser. Et cette règle est si puissante qu'elle rend invisible une vérité bien plus grande, celle que personne ne maîtrise tout. Pas même les génies, pas même les leaders, pas même ceux qui semblent avoir réponse à tout. Au-delà d'un aspect culturel, certaines personnes sont très marquées par ce trait. Tout à l'heure, j'ai parlé des INFJ. Le INFJ, pour ceux qui arrivent ici, c'est un trait de personnalité classé par le MBTI. Et si vous ne le connaissez pas, je vous laisse vous renseigner dessus. Le INFJ, j'en parle parce que c'est mon type de personnalité. Et moi, j'ai ce trait de personnalité de ne pas demander de l'aide. Non pas par peur, mais parce que je l'envisage même pas. J'en parle parce que j'en ai pris conscience et que je l'ai décortiqué. Et je n'ai pas pris conscience de ça toute seule, évidemment. C'est grâce à mon mari que j'en ai pris conscience. Parce qu'on ne peut pas prendre conscience de tout seul, évidemment. Et donc voilà, la boucle est bouclée. Donc, prenons un autre exemple. Vous organisez un dîner pour des amis. Vous voulez que tout soit parfait, bien entendu. Le menu, la déco, l'ambiance. Vous passez des heures à tout préparer, stressé à l'idée d'oublier quelque chose, bien sûr. Et un ami vous propose de vous aider à éplucher les légumes ou à dresser la table. Non merci, je préfère faire ça moi-même, dites-vous. Alors qu'en réalité, vous seriez quand même un peu soulagé de partager la charge. Mais dans votre tête, accepter son aide, ce serait comme avouer que vous ne gérez pas tout. Ah, alors vous continuez, un peu fatigué, un peu frustré, et puis le dîner, en fait, au lieu d'être un moment de joie, devient une épreuve de résistance. Et je vous le donne en mille, vous n'êtes pas mis en fait dans les meilleures conditions pour que ce dîner soit le plus agréable possible en fait. Et c'est embêtant d'entendre ça. Ce qui est fascinant en fait, c'est que cette résistance n'a rien à voir avec la paresse ou l'entêtement, comme les autres le croient souvent. C'est ni de la paresse ni de l'entêtement. Ça vient d'une structure de pensée où l'autonomie est confondue avec l'isolement. On croit que se suffire à soi-même, c'est la preuve ultime de notre compétence, alors qu'en réalité, c'est souvent le signe qu'on se prive d'une ressource essentielle, qui est les autres. C'est vraiment une pirouette mentale qu'il faut faire. Et c'est là que réside le premier paradoxe. Plus on insiste sur notre indépendance, plus on devient dépendant de notre propre silence. Ah bah oui, on se prive des idées des autres. On se prive de leur énergie, de leur perspective. On se condamne à tourner en rond, alors qu'une simple question, un simple
Est-ce que tu peux m'aider à voir ce que je vois pas ? Pourrait tout changer. Et comment savoir ça, si on est prisonnier de cette fausse autonomie ? Quels sont les signes qui montrent qu'on s'est enfermé dans un système où demander n'est tout simplement pas une option ? Il y a des signes qui trompent pas, des petits riens du quotidien qui révèlent à quel point on a intériorisé la règle que demander c'est pas pour moi. D'abord, on minimise systématiquement nos besoins. C'est pas grave, je vais me débrouiller, je peux le faire tout seul, c'est pas si compliqué. On se répète ces phrases comme des mantras, alors qu'au fond, il y a une ombre qui plane, qu'on ne veut pas regarder, et pourtant elle est bien là. Et elle nous souffle qu'on serait plus efficace et plus serein si on acceptait un petit coup de main. Mais avouer qu'on a besoin d'aide, c'est comme avouer qu'on n'est pas assez fort. Donc on se fatigue, on stresse et on finit par en vouloir aux autres de ne pas deviner ce qu'on a besoin. Et donc, on attend des autres qu'ils lisent dans nos pensées. On espère secrètement qu'ils vont remarquer notre fatigue, notre stress, et nous proposer leur aide sans qu'on ait à la demander. Si, c'est exactement ce qu'on se dit. C'est pas la peine de se mentir à soi-même. Et quand ça n'arrive pas, quand ils ne nous proposent pas leur aide, on se sent incompris. On se sent abandonné et voire trahi. Parce que personne ne voit à quel point je me donne de la peine. Osez me dire que ça ne vous est jamais arrivé. Osez. Mais comment pourraient-ils le voir, les autres, si on leur donne jamais la chance de nous aider ? Est-ce que vous sentez dans ma voix la douleur qui sort de mes entrailles quand je vous avoue un truc pareil ? Un autre signe révélateur, c'est on aide les autres, mais on refuse qu'on nous aide en retour. Le grand classique. On est toujours là pour écouter un ami en difficulté, pour donner un conseil, pour rendre un service, mais dès qu'on nous propose la même chose, on recule. Non, c'est bon, j'ai besoin de rien, ça va. Comme si recevoir était une faiblesse. Et donner, c'était une force. Comme si la relation ne pouvait pas être équilibrée, en fait. Et il y a aussi, encore autre chose, cette sensation de solitude, même quand on est entouré. On peut être au milieu d'une foule et se sentir complètement seul parce qu'on a construit un mur autour de nous. Un mur fait de fierté, de contrôle et de cette croyance tenace que si je montre que j'ai besoin d'aide, je vais perdre leur respect. Alors on reste derrière ce mur, on se demande pourquoi les autres ne nous comprennent pas, et voilà. Et enfin, le dernier signe, le plus insidieux, c'est qu'en fait, on se sent coupable quand on demande. Alors ça, même pour quelque chose d'aussi simple que tu peux me passer le sel. Une petite voix nous murmure à ce moment-là, tu déranges, t'es égoïste, tu devrais te débrouiller, espèce de grossier personnage. Cette culpabilité-là, c'est le signe qu'on a vraiment intériorisé l'idée que nos besoins sont un fardeau pour les autres. Et pourtant, regardez autour de vous. Les gens qui vous entourent, vos amis, vos familles, vos collègues, ils sont pas là pour juger normalement, si tout va bien. Ils sont pas là pour juger la faiblesse, en fait, pour juger nos faiblesses. Normalement, si tout va bien, ils sont là pour grandir avec nous. Mais pour que cette croissance, elle soit possible, il faut oser briser le silence. C'est dur, mais il faut oser briser le silence et il faut oser dire « j'ai besoin de toi ». Alors, comment sortir de ce piège ? Comment voir la demande d'aide non pas comme une preuve de faiblesse, mais comme une opportunité de grandir, de se développer et de créer du lien ? Ayons cette souplesse d'esprit et faisons sincèrement l'effort d'essayer au moins de changer de point de vue. Imaginez que Rachel invite ses amis à dîner. Autour d'elle, des convives aux horizons différents. Certains apportent des histoires, d'autres des questions, d'autres encore des silences qui laissent respirer la conversation. Si l'un d'eux décidait de dominer l'échange, de ne laisser personne placer un mot, ou au contraire de se taire par peur de déranger, la discussion perdrait son équilibre. Elle deviendrait monotone, prévisible, voire étouffante. Pourtant, quand chacun ose prendre la parole sans craindre de demander « Et toi, qu'en penses-tu ? Juste ça ?» la conversation s'enrichit.
Les idées rebondissent, les perspectives s'élargissent. Ce qui n'était qu'un échange ordinaire devient un moment de création collective, presque en fait. Les autres ne sont pas là pour combler nos silences, mais ils sont là pour y ajouter des couleurs qu'on ne connaissait pas. La vraie magie ne réside pas dans le fait de tout dire seul, mais dans l'art d'écouter et d'inviter les autres à contribuer. C'est comme ça que naissent les idées les plus lumineuses, les rires les plus francs et les connexions les plus profondes. Les autres ne sont pas là pour combler des manques, mais pour amplifier des forces. Prenez l'exemple d'un projet personnel, comme écrire un livre, ou apprendre une nouvelle langue, ou même organiser un voyage. Si vous essayez de tout faire tout seul, vous allez peut-être y arriver, pas de problème, mais à quel prix ? Combien de temps perdu ? Combien de frustrations inutiles ? Et si, au lieu de voir la demande d'aide comme une défaite, on la voyait comme une stratégie plutôt ? Si c'est ça la façon de changer notre point de vue, pourquoi ce ne serait pas une stratégie ? Une façon d'aller plus loin, plus vite, avec plus de joie, en fait, d'enthousiasme. Une stratégie, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est censé être à notre service. Et ici, au service de quoi ? Au service de l'exploration de soi-même. Échanger avec les autres est une exploration de soi-même. Et c'est une exploration de soi-même de facto, puisqu'ils rebondissent sur ce qu'on leur donne, sur ce qu'on génère. Quand on demande de l'aide, on ne montre pas ses faiblesses, on montre sa volonté de progresser. On montre qu'on a assez d'humilité pour reconnaître qu'on ne sait pas tout, et qu'on a assez de sagesse pour savoir que les autres ont des choses à nous apprendre, ce qui est vrai. Par exemple, un jardin. Si vous voulez faire pousser des fleurs, vous n'allez pas refuser l'eau ou le soleil sous prétexte que vous devez y arriver seul. Le soleil a des propriétés que l'eau n'a pas et inversement. Et l'eau et le soleil sont des propriétés que vous n'avez pas vous. Et l'eau et le soleil n'ont pas les propriétés que vous avez. Vous devez utiliser toutes les ressources à votre disposition pour que ces fleurs s'épanouissent. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Les autres sont comme l'eau et le soleil, ils sont là pour vous aider à grandir. Et puis, il y a quelque chose de beau dans le fait de demander. Quand on tend la main, on donne aux autres l'opportunité de se sentir utile, de contribuer, de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Demander de l'aide, c'est aussi offrir un cadeau à l'autre. C'est celui de se sentir nécessaire, en fait. Et ça, c'est un immense cadeau. C'est ce qu'on appelle le travail d'équipe, même dans la vie quotidienne. Le travail d'équipe, ce n'est pas réservé aux entreprises ou au sport. Dès qu'on interagit avec une autre personne, on forme une équipe. Que ce soit pour cuisiner un repas, organiser une fête ou simplement partager une conversation. On est plus fort ensemble que seul. Et si vous avez écouté la première vidéo de ma série sur les INFJ, vous comprenez à quel point ça me coûte de vous partager ça. Et si je me permets de vous le partager, c'est parce que j'ai osé faire un travail dessus et que je le fais encore, évidemment. Les grandes équipes, celles qui accomplissent des choses extraordinaires, ne sont pas celles où chacun brille individuellement. Ce sont celles où chacun se fait confiance, où chacun sait qu'il peut compter sur les autres et où l'objectif commun est plus important que les égos. Une équipe unie, c'est comme une famille. C'est fort, c'est fiable, c'est protecteur. Une équipe divisée, en revanche, c'est vulnérable. Ça se fatigue dans des conflits inutiles, ça perd son énergie dans des luttes de pouvoir et ça finit par s'effondrer. Bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'aide au même degré. Moi, je sais que je ne vais pas être à l'aise de demander de l'aide tout le temps à tout le monde et ça ne sert à rien. Puis je sens pas que je grandis en faisant ça, bien au contraire. J'ai des gens autour de moi qui peuvent avoir beaucoup plus besoin d'aide parce qu'ils en ressentent le besoin. Moi, j'en ressens pas un besoin énorme. Par contre, je peux faire l'effort de changer de point de vue et de me poser des questions quand je suis occupée sur un projet, quand je suis occupée sur quelque chose. Et ça, c'est déjà un énorme step. Parce que ma personnalité, l'équilibre que je veux trouver dans ma personnalité, c'est celui-là. J'ai pas besoin de demander tout à tout le monde tout le temps. C'est pas possible. Mais par contre, je peux faire l'effort de me dire, et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour impliquer d'autres personnes et est-ce que c'est nécessaire ? Et ça, c'est déjà autre chose que de ne même pas envisager la demande d'aide, en fait. La prochaine fois que vous hésitez à demander de l'aide, posez-vous cette question. Est-ce que je veux vraiment faire cavalier seul ou est-ce que je veux créer quelque chose de plus grand que moi ? Parce que c'est ça aussi la vraie excellence. C'est savoir reconnaître toutes les ressources à sa disposition, y compris les autres. Maintenant, passons à la pratique. Comment identifier à quel point on est prisonnier de cette fausse autonomie ? Et comment s'ouvrir pas à pas à une nouvelle façon de voir les choses ? Je vous propose un exercice simple mais puissant. Pendant une semaine, observez-vous. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je gère », « c'est pas grave » ou « j'ai besoin de personne », arrêtez-vous.
Brisez le réflexe en fait, juste de s'interroger. Demandez-vous, et si je demandais de l'aide juste cette fois, qu'est-ce qui se passerait ? Commencez petit. Demandez à un ami de vous aider à choisir un film. Demandez à votre conjoint de vous donner son avis sur un projet. Demandez à un collègue de vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. L'important, c'est pas la taille de la demande, c'est juste l'acte. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait mal à la base, c'est cet acte-là. Non, on ne veut pas finir à demander de l'aide à tout bout de champ à tout le monde, c'est pas le but. Mais juste de briser ce mécanisme de j'ai besoin de personne en fait. Et puis, vous observez ce qui se passe. Observez comment les autres réagissent. Moi, je sais que je vais pas demander de l'aide à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui ont toujours des trucs à dire, il y a des gens... Voilà. Donc c'est pas à tout le monde et à n'importe qui. C'est à des gens de confiance et c'est à des gens en qui je sais que ça va apporter quelque chose. Et si je sais que l'autre en face, il est pas réceptif, il est rabat-joie ou j'en sais rien, je vais pas lui demander, ça sert à rien. Vous voyez ? C'est vraiment c'est très subtil. Donc il faut vraiment observer ce qui se passe. Il faut vraiment observer l'autre en face, comment il réagit. Pendant une semaine, faites ça dans votre quotidien. Faites de votre quotidien un labo personnel d'expérimentation. Vous allez peut-être découvrir que ces gens sont ravis de vous aider. Mais ça, c'est génial. Que ces gens se sentent valorisés parce que c'est vrai, en fait. Parce que peut-être qu'en leur demandant de l'aide, ils vous respectent encore plus. Parce que vous avez osé leur faire confiance. Observez aussi ce qui se passe en vous. Est-ce que vous vous sentez plus léger, plus connecté, plus libre juste ? Vous n'avez rien à perdre en faisant ça. Vous avez tout à explorer. Et je me convainc moi-même aussi vraiment en disant ça. Prenez donc votre carnet d'études et notez vos expérimentations au quotidien. Et revenez dessus à la fin de la semaine, vous verrez. Parce que c'est ça la vraie autonomie en fait. La vraie autonomie, c'est pas de tout faire tout seul. C'est de savoir quand on a besoin des autres et avoir le courage de le leur dire, de le leur demander. C'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force qui permet de grandir plus vite, qui permet d'aller plus loin et qui permet d'être plus enthousiaste et plus optimiste. L'élégance, pour moi, ce n'est pas de tout porter seul. L'élégance, c'est de savoir quand poser son fardeau et quand tendre la main. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez face à un défi seul, stressé, fatigué, souvenez-vous de ceci. Demander de l'aide, c'est pas renoncer à son excellence, c'est la rendre possible. Expliquez-moi votre relation à l'autonomie et à l'indépendance en commentaire. Passez une excellente semaine, riche d'expérimentation et de découvertes, et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!